Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Alors, quand on crée son entreprise, la question des prix auxquels on vend est une question clé, et même quand on a des groupes plus installés, et c'est le sujet aujourd'hui de cette émission. Bonjour Stéphanie. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. Alors justement, le prix, c'est votre spécialité chez CMV Informatics. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites? Donc CMV Informatics, c'est éditeur de logiciels dans le retail et nous sommes spécialisés en gestion point de vente et en pricing pour la grande distribution. Alors on va revenir sur cette aventure qui est la vôtre et sur tous ces enjeux liés au prix. Mais on commence toujours par un petit regard sur l'actualité. Dans l'actualité, en termes de prix, il y a un vrai sujet brûlant, si l'on peut dire, c'est celui de l'inflation. Oui, tout à fait. Donc l'inflation, typiquement, si je prends le cas du retail, ça veut dire que... Le retail, c'est la grande distribution. Oui, alimentaire ou non alimentaire. Ça veut dire que les prix d'achat fournisseurs changent beaucoup plus fréquemment et de manière beaucoup plus drastique. Si je vous donne un exemple, par exemple, dans le cas de la pneumatique, avant, on avait 2 tarifs par an avec des produits qui variaient de 2%. Dont le prix variait de 2%. Là, actuellement, on peut avoir des tarifs tous les 15 jours et des variations de prix sur plusieurs mois de 40%. Donc la pneumatique, c'est les pneus de voiture. Exactement. Tous les 15 jours, avec des grosses variations, mais uniquement à la hausse, j'imagine. Voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est un exemple parce que dans la réalité, cette situation est vraie quasiment dans tout ce qui se distribue, dans tout ce qui s'achète et qui se revend. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le prix de l'énergie qui se propage partout? Voilà, de l'énergie, ça peut être le prix des matières premières. Par exemple, on a vu le cas du blé, qui impacte aussi de nombreux produits alimentaires. Et donc, de ce fait-là, ça devient critique de comprendre cette évolution de prix, quel impact elle a sur les marges des produits qui sont revendus par les distributeurs et qu'est-ce qu'il faut répercuter et quand. Est-ce qu'il y a des resquilleurs? Parce que c'est un vrai sujet, des gens qui en profitent finalement, qui disent tous mes petits voisins montent les prix, c'est l'occasion pour faire passer mes hausses de prix, même si elles ne sont pas forcément justifiées en termes de coûts. Alors, je ne sais pas, j'en ai pas connaissance. C'est possible, je n'en sais rien. Par contre, la réalité est là. Et il y a vraiment des situations qui sont assez impressionnantes, comme on le sait actuellement. Monter les prix, c'est facile. Après, ce qui est plus difficile, c'est de garder ses clients. Est-ce qu'il y a des moments où l'élastique casse? Alors, le sujet, c'est justement que l'élastique ne casse pas. C'est pour ça que nous, on a des logiciels de simulation de prix, donc avec Expert Pricing. Et le sujet, c'est vraiment de comprendre comment cette hausse de prix se répartit pour ensuite pouvoir proposer aux clients, certes, des prix souvent qui sont augmentés, mais d'une manière raisonnable et acceptable. C'est-à-dire que vous pouvez mesurer le seuil de tolérance de la clientèle en disant jusque-là, ils seront prêts à suivre? Alors, nous, ce qu'on propose, c'est de faire des simulations pour pouvoir mesurer la marge, l'impact sur la marge et l'impact sur le chiffre du distributeur. On fait aussi de l'élasticité prix. On ne fait pas les études spécifiques qui mesurent ça, mais on mesure l'élasticité. On voit à quel prix, à tel prix, on a plus ou moins de ventes, effectivement. On va revenir bien sûr sur le cœur du réacteur, mais avant de passer à ça, dans l'actualité toujours, il y a un sujet lié au prix également, parce que derrière le prix, il y a la valeur, sur la répartition de cette valeur. Oui, en fait, le prix, on a écrit un livre blanc qui est « En quoi le pricing rend-il le monde meilleur ?» Parce qu'en fait, le prix, c'est au cœur de l'économie, mais c'est au cœur de la vie. Et donc, il y a un sujet qui, au-delà du prix d'un produit, c'est la valeur du produit. C'est intéressant aussi, c'est clé. Et la répartition de la valeur, elle est importante par rapport au producteur qui a besoin de vivre aussi, au distributeur qui effectivement lui aussi a besoin de vivre, puisque c'est 18% des emplois en France, et aux consommateurs. Et on sait bien que les moyens des consommateurs sont plutôt tendance à diminuer. Donc c'est une des essences de la vie économique, c'est le prix et la répartition de valeur. Oui, on voit souvent ces bras de fer entre producteurs et distributeurs. Et puis derrière, bien sûr, il y a le client final. Et donc, est-ce que vous avez trouvé des clés
de répartition? Est-ce qu'il y a une pierre philosophale de ce qu'est un bon prix? Alors, il n'y a pas de pierre philosophale en tant que telle, mais je dirais que le commerce, c'est à la fois des chiffres et à la fois des relations humaines. Il faut aussi se dire qu'un bon fournisseur, c'est précieux quand on a des bons produits. Donc, c'est l'intérêt de personne de rentrer dans un bras de fer trop poussé alors qu'on a des bonnes relations commerciales. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir l'information et de mettre, je dirais, un raisonnement et une relation humaine sur l'information. Il ne faut pas assécher son écosystème, sinon on risque Exactement. d'en souffrir aussi. Voilà, exactement. Vous avez mentionné l'emploi, hein, avec des chiffres en effet importants dans le secteur de la grande distribution. C'est un employeur très important. Est-ce que vous observez dans ce secteur comme ailleurs des difficultés à trouver des vocations, tout simplement des employés? Oui, c'est un secteur qui emploie beaucoup de jeunes notamment et qui propose des formations, qui emploie des jeunes en CDI. Et ce secteur-là aussi a des soucis de recrutement. Des soucis de recrutement, des besoins de formation aussi, parce que l'idée c'est de bien servir le client. Et donc, si jamais vous êtes intéressé, sachez qu'il y a des emplois dans la grande distribution. Nous, ce qu'on essaie de faire dans nos logiciels, c'est de les rendre aussi simples et conviviaux que possible pour, à notre niveau, répondre à cette problématique de personnel qui change beaucoup, de personnel qui peut partir en congé, etc. Et pour aider en fait nos clients à former plus facilement les gens qu'ils embauchent à nos outils. Eh ben, on va voir maintenant ce que vous faites au quotidien justement pour aider vos clients Voilà. dans cette matière. Alors, avant qu'on ait des outils informatiques, comment étaient formés les prix? Les prix, avant qu'on ait des outils informatiques, en fait, c'était un peu, je dirais, artisanal, hein. Donc, on achetait toujours des produits, on les revendait, et puis on estimait le prix. À une époque, on écrivait au crayon sur l'étiquette. Et puis, ouais. Au départ, ça s'empilait les couches de valeur. On achetait, je sais pas, 1 kilo de pommes de terre X et on multipliait par 2 ou 3 pour le vendre. On se posait pas beaucoup plus de questions que ça? Je pense qu'on s'en posait, ça dépend des retailers, hein, mais on s'en posait peut-être aussi, mais on n'avait pas les moyens pour aller jusqu'au bout du raisonnement. Donc, de facto, on était obligé d'être un peu simple dans le raisonnement. Et alors, c'est quoi aller au bout du raisonnement? Le bout du raisonnement, c'est de se dire, chaque entreprise de retail a une stratégie globale. Comment je veux me positionner? Est-ce que je veux être plus sur le monde du bricolage pro, sur la déco? Est-ce que je veux m'adresser aux familles? Est-ce que je veux m'adresser plutôt aux personnes plus âgées? Et ça, c'est une stratégie. La politique de prix, elle est faite pour traduire cette stratégie auprès du consommateur. Et nous, ce qu'on fait, c'est des outils qui permettent de traduire cette politique de prix en prix. Alors Et ça... donc... Pardon. Non, je vous en prie. Pardon. Et donc l'idée, c'est de se dire, si je veux attirer les familles, il faut que j'ai des prix intéressants sur les couches et les petits pots. Je vais faire une simulation de prix. Si je veux être mieux placé que mon concurrent, combien ça me coûte? Comment je peux répartir cette valeur-là peut-être sur d'autres produits et le mettre en œuvre? Donc il faut avoir une vision d'ensemble de sa gamme de prix et de produits. En fait, c'est pas juste à quel prix je vends mon kilo de pommes de terre. C'est toute une répartition dans mon magasin. Oui, c'est quel consommateur je veux servir, comment je les sers au mieux, qui je veux attirer, comment je veux être perçu, comment je maîtrise mon image prix, hein, comment je fais en sorte qu'un consommateur qui va acheter dans un magasin à Lille, à Lyon ou à Guéret va avoir la même perception de ma marque. C'est intéressant parce que du coup, ce que vous nous dites, c'est que le prix, finalement, c'est la clé de voûte, c'est le cœur du système, y compris du marketing. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que si je veux attirer des seniors, je vais faire des pubs plus pour des seniors. Mais non, c'est aussi le prix qui est un vrai vecteur d'influence. Oui, tout à fait. On sait qu'en ce moment, il y a 48% des ménages qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Donc, bien sûr, le prix n'est pas unique. Comme vous le dites, il y a la gamme, la publicité, etc. Mais à la fin du fin, il y a qu'est-ce que vous pouvez faire avec le budget que vous avez. Et c'est là où le prix est clé, en fait. Et ça évolue beaucoup, cette perception du prix ou cette réactivité pour les uns ou les autres. Je ne sais pas, on peut peut-être prendre des exemples, mais est-ce que
la ménagère a beaucoup changé, ou le jeune, ou le plus âgé? Je dirais ce qui a beaucoup évolué, c'est les canaux de distribution. Et les propositions de prix qu'il peut y avoir. Donc il y a le canal, évidemment il y a le magasin, évidemment il y a en ligne. Ensuite on peut parler du dark commerce, des entrepôts, de la livraison facile à domicile. Mais il y a aussi la seconde main qui devient très importante, puisque par exemple même le printemps a un rayon seconde main. Il y a aussi toute la notion de réutilisation des produits. Donc en fait je dirais, il y a beaucoup de variétés qui correspondent aussi aux tendances de société. C'est très lié. Hein. L'écologie, je veux réutiliser les produits. Donc c'est très vivant en fait. Ouais. Et même au-delà de ça, le prix, bon, pour une transaction, mais il y a aussi les prix d'abonnement maintenant. Enfin, il y a d'autres business models qui se mettent en place Tout à fait. et pour lesquels le prix est important. Oui, tout à fait. On a vu aussi des distributeurs de chaussures qui proposent des abonnements. Vous pouvez louer les chaussures, les renvoyer, etc. Oui, il y a beaucoup d'innovation en fait dans le pricing. Et vous arrivez à mesurer l'impact que ça a? Parce que, en fait, j'imagine que l'équation, c'est prix-volume. C'est-à-dire que ce que je perds en marge, je peux le récupérer en volume et réciproquement. C'est ça, trouver le point d'équilibre? C'est ça le point d'équilibre, c'est aussi savoir comment on le répartit sur d'autres familles de produits, par exemple, qui sont moins concurrencés, par exemple, tout en restant raisonnables. Hein, parce que le sujet, il faut aussi comprendre que le prix, c'est un lien de confiance entre le consommateur et la marque, le distributeur auquel il achète. C'est-à-dire que si je trouve moins cher ailleurs, j'ai l'impression d'être trahi par mon distributeur? Alors là, c'est un peu... oui, ça peut arriver, mais c'est surtout si je vois que mon distributeur change souvent les prix, là, je peux avoir l'impression d'être trahi. Donc, c'est aussi la relation de confiance. Une ménagère qui va faire ses courses toutes les semaines, elle sait quel est son panier moyen, elle n'a pas besoin de le calculer, elle sait. Donc, c'est important aussi de garder cette relation-là. Hein, et le panier moyen global, et puis quelques prix référents. On sait quel est le prix de sa lessive, et s'il bouge, ça, c'est des alertes. Oui, la lessive, le café... le pastis, voilà. Donc vous arrivez à mesurer l'impact justement de stratégie de prix pour vos clients. Vous arrivez à dire, bah là, on vous fait gagner oui. X. En fait, on mesure, on met en place les stratégies de prix et on contrôle aussi le résultat, ce qui permet d'avoir un cercle vertueux, d'apprendre et d'apprendre et de le remettre. Oui, on mesure ça. Et parfois, vous vous trompez? Je dirais parfois, l'idée du contrôle, c'est d'améliorer. Donc, est-ce qu'on est toujours 100% juste au sens... bon, c'est une stratégie, c'est quelque chose, c'est une vision qu'on a, donc on l'applique, et après, on l'améliore. Mais on a les outils pour le mesurer assez rapidement et pouvoir l'améliorer. Mais alors, si on parle un peu de ces outils, si on ouvre un peu la boîte noire, ça consiste en quoi? Parce que derrière les outils, il y a des algorithmes souvent. Derrière les algorithmes, il y a de l'humain, de l'intuition. Ouais. Comment est-ce que vous les mettez au point? Donc, on a des algorithmes. Nous, on est interfacé avec les systèmes d'information de nos clients. Donc, on a toutes les ventes depuis un certain temps, etc. Donc, on travaille à la fois sur des historiques, mais des historiques qui prennent en compte les périodes spéciales comme Noël, par exemple. C'est de la big data, en fait, on pourrait dire. Oui, on a fait de la big data avant l'heure, puisque l'entreprise a plus de 30 ans et on faisait déjà ça il y a 30 ans. Ouais. Bon. Et est-ce que vos clients viennent vous voir parce qu'ils se disent, au moins comme ça, comme ils travaillent avec plusieurs acteurs, bah, je risque d'éviter les grosses erreurs. En fait, c'est une espèce... pas sortir du troupeau, en quelque sorte? Il y a deux choses. C'est que comme on a 30 ans d'expérience dans le retail, on connaît bien notre métier et nos produits ont été co-développés avec nos clients, hein, notamment Leclerc et Système U. Donc, il y a une confiance et une connaissance métier de notre part qui aide beaucoup. Et puis, l'autre part, c'est l'accompagnement hein, qui, chez nous, est très important. Donc, on ne fait pas que vendre des solutions. On accompagne nos clients à l'amont et ensuite, c'est un partenariat à vie, je dirais. Donc, c'est cette notion de confiance et de performance, puisqu'on est là depuis 30 ans, qui amène la confiance. C'est une information extrêmement sensible, hein, la stratégie prix. D'ailleurs, on aurait pu croire que les grands distributeurs
la gardent en interne et que ce soit leur recette, leur sauce secrète? Certains le font, hein, typiquement les grands noms comme Leclerc ont leur propre équipe de pricing, mais le prix c'est quelque chose de compliqué et je dirais aussi de cher à mettre en œuvre. Donc au-delà des très grandes enseignes qui peuvent se le permettre, la majorité des enseignes préfèrent faire appel à des spécialistes comme nous et d'intégrer ces compétences-là dans leur équipe en partenariat. On voit fleurir dans les rayons des grands distributeurs de plus en plus d'étiquettes électroniques avec des prix donc, qui sont pilotables et modifiables à volonté. Est-ce que ça, vous travaillez sur ces stratégies qu'on pourrait rapprocher du yield management comme dans les compagnies aériennes par exemple en se disant bah voilà le matin c'est moins cher parce qu'il y a beaucoup de stock et puis il y a des heures de pointe, enfin, pour les changer de façon très fine et très dynamique, ou est-ce que vous ne recommandez pas ça? Alors, nous, on s'interface avec les étiquettes électroniques, donc à partir de nos systèmes, on envoie facilement en étiquette électronique. Par rapport à nos clients qui sont des retailers, c'est quelque chose qu'eux ne pratiquent pas. Et que nous, dans ce cadre-là, on ne recommande pas forcément parce que, comme je le disais tout à l'heure, la confiance avec le consommateur, elle est importante. Et en fait, c'est la richesse d'un retailer, c'est sa relation avec ses clients, comme toute entreprise. Donc, changer trop souvent, ça risquerait d'altérer cette confiance. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres business models qui en ont besoin, mais en tout cas, dans le cadre de la grande distribution telle que nous, on la connaît, avec qui on travaille, c'est pas le cas. Est-ce qu'Internet influence beaucoup aussi le comportement de ces distributeurs? Ben, la majorité des distributeurs ont aussi des drives et leur stratégie et leur politique est aussi influencée par tout ce qui est marketplace. Les grands distributeurs ont aussi souvent des marketplaces. Donc, pour rappel, les marketplaces, c'est des places de marché où d'autres fournisseurs plus petits peuvent proposer leurs produits. Donc, forcément, ça a un impact par rapport à la gamme et par rapport au prix. Mais je vais poser ma question différemment, c'est-à-dire, est-ce que finalement, Internet peut servir de bocal d'innovation pour tester des stratégies peut-être plus larges que derrière les rayons classiques? Oui, il y a, par exemple, typiquement, il y a des campagnes promotionnelles spécifiques à Internet et on peut aussi tester éventuellement une offre. Après, dans la grande majorité des cas, l'offre, notamment le prix sur Internet, est quand même similaire au prix magasin. Justement, on revient toujours dans la logique, déjà parce que les consommateurs très souvent regardent sur Internet avant d'aller au magasin, et donc les prix sont similaires. Par contre, vous avez complètement raison, il peut y avoir des tests, une promo spécifique, un produit qu'on veut tester, une offre qu'on veut tester. Quelles sont les innovations en matière de prix qui vous ont le plus marqué ces dernières années? Je pense que le sujet de l'abonnement est un sujet qui est quand même qui commence même dans le retail à se développer, on en a parlé. Il y a le sujet aussi, alors c'est du prix et c'est de la consommation du contenant, du fait de pouvoir utiliser ses propres contenants, d'avoir en magasin. Il y a des innovations qui arrivent sur aussi la consigne. C'est-à-dire que je viens avec mon baril de lessive et je le remplis. Ouais, voilà. Le vrac. Ouais, le vrac, voilà. Et aussi tout ce qui est consigne, qui va être un sujet aussi, alors lié, pas complètement lié au pricing, mais qui va influer aussi sur le pricing. Donc il y a beaucoup de tendances qui arrivent et qui sont à prendre en compte aussi. Vous scrutez ce qui se passe, j'imagine, dans d'autres pays aussi, pour voir s'il y a des innovations? Alors oui, mais ce qui est amusant, c'est parce que ce qui fait l'innovation, c'est quand même le besoin consommateur. Et ce qui est amusant, c'est la différence des consommateurs. Donc par exemple, si vous allez aux États-Unis, les gens adorent le couponing. Ils adorent avoir plein de promos. Et donc ça, c'est vraiment une grosse tendance. Aux États-Unis, le consommateur cherche le prix le moins cher et il fait la collection de coupons et il est content. En Chine, la tendance, c'est que si un produit n'est pas assez cher, c'est pas de la bonne qualité. Donc il y a une corrélation entre le prix et la qualité qui est très très forte. En France, il y a un équilibre. Les gens, ils veulent avoir un bon prix, mais ils préfèrent consommer local, ils préfèrent des produits de bonne qualité. Et après, cette logique-là,
elle s'éprouve à la réalité du porte-monnaie. Bien sûr. Donc, en fait, c'est assez amusant de voir à quel point le prix traduit aussi une culture d'un pays. N'imaginez pas qu'il y avait autant de choses derrière une étiquette, mais grâce à vous, on le découvre. Stéphanie, on va voir maintenant quel a été votre parcours. Alors, c'est une entreprise que vous avez reprise. C'est votre papa qui l'a fondée. Tout à fait. C'est facile de reprendre l'entreprise de son père? Le fait de reprendre une entreprise familiale, ça donne une âme. Mais on reprend, en fait, on reprend aussi une équipe et on reprend des clients. Donc c'est un tout. Est-ce que c'est facile ou pas facile? Je pense que ça s'apparente à reprendre une entreprise de manière globale, hein. Il s'agit de comprendre les besoins des clients et d'y répondre. Et puis aussi de se faire accepter de ses salariés, puisque là, pour le coup, on ne les a pas choisis, ils ne nous ont pas choisis, et il faut se comprendre. Vous étiez programmé pour ça depuis toute petite? Votre papa vous disait c'est toi qui reprendras le flambeau, ou c'est passé plus par hasard? Alors, je vais répondre de deux manières à votre question. La première chose, c'est que j'avais toujours dit que je ne reprendrais pas l'entreprise familiale. C'était comme quoi, Il faut il faut jamais dire jamais. Voilà. Par contre, depuis toute petite, j'avais envie de diriger une entreprise. Donc, depuis le primaire, j'avais envie d'être entrepreneur. Ah oui. Donc, j'avais construit aussi mes expériences professionnelles en me disant, un jour, je dirigerai mon Et entreprise. ça s'est fait comment alors, la jonction? J'ai fait toute ma carrière plutôt dans les entreprises de technologie, hein, comme Cisco et Microsoft. Et puis, à un moment donné, il s'est présenté un cas où j'ai dû choisir. Et là, j'ai décidé de reprendre l'entreprise familiale, sachant que je venais du logiciel, que j'avais une formation de marketing grande consommation, donc je connaissais bien les choses. Oui, donc quelque part, si j'étais analyste, je me dirais que c'est presque un acte manqué, c'est-à-dire que vous formiez secrètement ou inconsciemment à cette reprise. C'est possible, c'est possible. Et ça a été facile, alors justement, cette arrivée Ça a été un peu soudain, hein, la reprise, donc j'ai repris à la suite de mon père. Mais c'était porté aussi, j'ai été voir nos clients qui étaient très très satisfaits de l'équipe et des produits. Donc après, le sujet, c'était de dire, d'avoir une vision commune avec l'équipe et de se dire vers où on va. Donc de transformer un éditeur de logiciels qui connaissait très bien son marché, qui avait des très bons produits, et de l'amener avec un business model plus, comme on parlait, d'abonnement, de nouveaux produits, d'intégrer la notion d'outils en plateforme, d'intelligence artificielle. Donc nous, on est aussi partenaire Gold de Microsoft, et d'emmener vers ce qui est nos valeurs, puisque nous, nos valeurs, c'est l'intégrité, l'excellence pour nos clients, donc de toujours trouver la meilleure manière de servir le client, l'esprit d'équipe et l'innovation, puisqu'on est une entreprise de tech. Parce que c'est difficile, j'imagine, de se dire quand on arrive, c'est un peu comme quand on reprend une maison familiale, qu'est-ce que je conserve de l'héritage et qu'est-ce que j'ai le droit ou qu'est-ce que j'ai envie de changer? Moi, je dis toujours, une entreprise, c'est une équipe. Donc l'évolution, elle s'est faite en équipe. Avec chacun apporté sa pierre à l'édifice, évidemment, on a construit la vision. Donc, et je ne me suis pas posé la question en termes de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Je me suis posé la question, et on s'est posé la question en se disant de quoi nos clients ont besoin. Et on a construit l'évolution de l'entreprise en fonction de l'évolution des besoins clients. Et ça a toujours été l'ADN de l'entreprise. Donc même si au cours de ça vous évoluez, et bien sûr la vie fait évoluer. Mais c'était ça votre fil rouge. Oui, tout à fait. Une question sur les sources d'inspiration, les modèles, les personnes qui vous servent de modèle, est-ce qu'il y en a? Alors, je fais partie de plusieurs réseaux, hein, que ce soit l'APM, Réseau Entreprendre, aussi bien le MEDEF que la CPME. Donc, je rencontre des patrons très souvent, donc des modèles et des sources d'inspiration, j'en rencontre souvent. Je pense que le réseau pour un dirigeant, c'est très important. C'est très important de ne pas rester seul et puis surtout de se remettre en cause. Et de manière générale, j'ai toujours pensé que les entrepreneurs étaient les héros des temps modernes. Donc, l'inspiration, elle vient de différentes rencontres. Mais si vous deviez en citer un ou une?
j'aurais du mal à répondre à la question. Il n'y a pas d'obligation, hein, c'est pas. Alors, on va finir par une question un peu plus personnelle aussi. C'est de quoi vous rêvez, en fait? Comment est-ce que vous projetez dans l'avenir professionnel? Nous, on travaille là à des nouveaux produits pour le pricing, pour faciliter justement la conception et la mise en place du pricing au niveau de plateformes qui sont multilingues et multidevises. Donc le sujet qu'on a, c'est un sujet aussi d'internationalisation. On a quelqu'un qui nous représente aux États-Unis depuis plus d'1 an et demi, donc pour comprendre le marché américain. Donc notre sujet, c'est vraiment de grandir, de mettre en œuvre ces beaux outils et de s'internationaliser. La croissance, hein, ça reste un moteur important pour toutes les entreprises. Merci beaucoup Stéphanie pour ce témoignage. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.